Salut tout le monde, salut Médoc. Yeah, Thierry. Bienvenue dans Classe et du Plus avec du lourd. Ouais. Ah non, carrément, il faut le dire d'emblée. Du lourd. Ouais. On a de la grosse licence. Ouais. Bon, on va le dire direct ou on attend le sommaire? Non, on va attendre le sommaire. T'es sûr parce que c'est vraiment tentant de le dire. Ouais, c'est lié à Left 4 Dead, c'est lié à du Snake, c'est lié à du Ninja. Ouais, mais c'est le principe choses, du tease, Thierry, c'est comme ça. D'accord, ok. Bon, on va voir tout de suite avec le sommaire. On commence avec l'avant-première consacrée à Evolve, le nouveau jeu des créateurs de Left 4 Dead. Suivi de la critique de Yaiba Ninja Gaiden Z. Juste après, 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. On enchaîne avec une interview de Kojima Sensei concernant Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Et on termine avec la critique de MGS5 Ground Zeroes. Mais tout de suite, les news. C'est vrai que c'est moi qui dois faire la critique de Ground Zeroes. Tu déconnes. Bah ouais, non, merde. Ce que je vais faire, c'est je vais y jouer, je vais le terminer pendant les news, justement. Ok, pas de soucis. D'accord. Pour bien commencer ces news, on va regarder ensemble une séquence de jeu du prochain Wolfenstein The New Order, situé dans un train de nuit. Le héros, BJ Blazkowicz, qui espérait passer inaperçu, y fait bien malgré lui la rencontre de Frau Engel, un personnage particulièrement inquiétant. On rappelle que ce nouveau Wolfenstein se déroule durant les années 60 dans un monde alternatif où les nazis auraient remporté la Seconde Guerre mondiale et développé la technologie robotique pour asseoir leur domination. D'où le mecha, là, qui sert de garde du corps à Engel. Quelqu'un troufion nazi parti se faire du café au milieu de la nuit. Ce qui n'est pas du tout stressant pour le joueur, pas du tout. Retourne dans ta cabine, évite tout contact visuel. Sie können den Kaffee auf den Tisch abstellen. Es ist harmlos. Stellen Sie den Kaffee auf den Tisch ab. Cette séquence de jeu est également l'occasion de constater que le scénario n'a pas été négligé, Wolfenstein The New Order promettant d'être bien plus qu'un bête shooter à l'approche rétro. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobi? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. L'illustration aussi du travail de Tommy Thorson Björk, le directeur narratif du jeu, que nous avions eu l'opportunité d'interviewer lors du dernier E3. Une interview d'ailleurs visible sur No Life Online et bien entendu Noko. Son travail consista en effet à mêler histoire et gameplay de manière fluide, sans coupure, de manière à favoriser l'immersion du joueur et crédibiliser ses personnages qui promettent énormément. Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Wolfenstein The New Order sortira le 20 mai prochain, soit 2 jours plus tôt que la dernière date communiquée. Ce qui est une bonne chose, le FPS de Machine Games ayant déjà été repoussé à plusieurs reprises. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut. Lasst uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbannführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise.
Watch Dogs est un jeu open world situé dans la ville de Chicago. Et c'est à cette ville qu'un récent trailer de gameplay a été consacré. L'occasion donc pour Ubisoft de mettre en avant le réalisme recherché avec une météo dynamique, des effets de lumière travaillés, une reproduction fidèle des différents quartiers de la ville, de la circulation ou encore des passants scotchés à leur smartphone. Un détail ne devant rien au hasard, puisque la mécanique centrale du jeu est celle du piratage et de l'espionnage, le personnage incarné étant Aiden Pierce, un hacker justicier n'ayant pas de problème avec la notion d'atteinte à la vie privée. En fait, c'est même son truc. Et la mécanique centrale du jeu qui offre l'opportunité de prendre le contrôle du système de surveillance de la ville, le CityOS, pour littéralement hacker Chicago. Aiden sera du coup rapidement recherché par des chasseurs de primes qui pourront être des NPC ou des joueurs bien réels s'infiltrant dans notre partie. Comme dans la série télé Person of Interest, on pourra également user des informations recueillies pour anticiper des crimes à venir et éventuellement décider d'intervenir. Cette vidéo récapitule les informations diffusées jusque-là sur le jeu, tout en glissant dans ces derniers plans des images assez intrigantes de robots géants aux formes les plus diverses. Comme une araignée géante suspendue à un immeuble qui semble tout droit sorti de Deus Ex Human Revolution. Ubisoft a également confirmé le contenu bonus dédié aux consoles Sony, avec 4 missions supplémentaires pour 1 heure de jeu en plus, une tenue exclusive, ainsi qu'un boost de piratage. Voici maintenant le trailer de lancement de Deception 4 Blood Ties, un titre issu d'une série plutôt méconnue en France, mais dont le 4e épisode est d'ores et déjà disponible chez nous. L'occasion pour ceux qui ne connaissent pas de se familiariser avec l'univers. Ici, il est tout simplement question de punir la race humaine pour le mal qu'elle a fait, et ce par le truchement de tout un tas de pièges séparés en plusieurs déviances, les pièges sadiques, méthodiques et humiliants. Chaque catégorie est représentée par une démon en particulier, toutes 3 étant au service de Laegrina, la propre fille du diable. Si techniquement le jeu n'exploite manifestement pas toute la puissance de la PS3, on pourrait toutefois être agréablement surpris par les idées présentes dans son game system. On reparlera de toute manière de ce nouveau Deception, puisqu'on vous prépare une critique diffusée dans le prochain Classé 18 pouces. On avait déjà eu l'occasion de jeter un œil à cette future production de Square Enix lors du précédent E3. Aujourd'hui, Murder Herd Soul Suspect se dévoile un peu plus à travers un nouveau trailer baptisé Étouffé. Pour rappel, le jeu Square Enix vous amène à incarner Ronan O'Connor, un détective qui devra enquêter sur sa propre mort depuis les limbes. Un pitch de départ qui nous fait clairement penser à l'excellent Ghost Trick, même si les deux jeux n'auront strictement rien à voir en termes d'ambiance et de gameplay. Aidée par Joy, une jeune ado qui a priori serait la seule à pouvoir voir et communiquer avec Ronan, vous devrez également faire face à ces créatures démoniaques qui en ont manifestement après votre âme. La présentation qui nous avait été faite à Los Angeles augurait du vraiment sympathique, avec ses features de possession temporaire plutôt originales et ce système de déduction. On attend maintenant d'avoir un petit peu plus de matière avant de s'enthousiasmer, et on vous reparle de toute manière de ce Murder Herd Soul Suspect d'ici sa sortie en juin prochain. About to find out. No. Please, stop! I don't want to die! I'm trying to figure out who killed you. Be careful out there. You never know what's waiting around the corner. Après le teaser cinématique diffusé il y a 15 jours, Enemy Front, un FPS ayant pour contexte la Seconde Guerre mondiale, s'offre une bande-annonce full gameplay. Il faut admettre que le jeu a bien du mal à se distinguer de ce qui a été fait auparavant, que ce soit par le biais des séries Medal of Honor ou Call of Duty. On pourra donc jouer les snipers, prendre en otage un ennemi, shooter les pneus des véhicules, poser des charges explosives, balancer des grenades d'époque et profiter de séquences slow-mo 1000 fois vues.
Les champs de bataille semblent en revanche plutôt variés et a priori plus ouverts que les FPS actuels, mais il est bien difficile d'affirmer quoi que ce soit avec une simple vidéo. Les développeurs de CI Games nous promettent également un côté tactique avec la possibilité de se faire aider des poches de résistance et de définir en détail et en amont ses opérations de sabotage. Un aspect du jeu qui aurait mérité d'être développé dans cette vidéo. Enemy Front sortira finalement un peu avant le début de l'été, le 13 juin 2014, sur PC, PS3 et 360. Des images du prochain Assassin's Creed Next Gen ayant été leakées et diffusées par le site Kotaku, Ubisoft a finalement anticipé une annonce que l'on imagine réservée à l'E3 avec un mini-teaser présentant un aperçu in-game du titre. En développement depuis maintenant plus de 3 ans, Assassin's Creed Unity est annoncé sur PC, PS4 et Xbox One et aura pour cadre Paris et la Révolution française. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt joli, même si l'on a appris à se méfier des vidéos. Le jeu est prévu pour la fin d'année. Ouf. Bon ben voilà Thierry, c'est bon. C'est bon, c'est fini ? Ouais, alors il y avait quoi dans les news? Alors dans les news, bon, on a terminé un petit peu avec le dernier trailer consacré, enfin le premier trailer consacré à Assassin's Creed Unity. Ouais. Donc c'est le nouveau Assassin, donc c'est marrant parce que du coup, bon, vous connaissez un petit peu Ubisoft, c'est un peu des spécialistes du leak. Donc en gros, systématiquement, leur plus grosse annonce, ce n'était pas le cas de Watch Dogs, mais c'est un peu l'exception. On sait tout en avance. Ouais. Donc tout est grillé. Par exemple, Rayman Legends, on se rappelle du petit trailer qui avait été balancé sur le net et qui était même pas un trailer du jeu complètement. C'était vraiment une sorte de trailer marketing qui visait à présenter une feature qui n'était pas au final dans le jeu vidéo. Donc c'était les fonctionnalités NFC du titre. Ouais. Et donc du coup là, donc pour Assassin's Creed Unity, ils ont commencé à balancer des images, etc. sur Internet. Et donc du coup, Ubisoft a réagi en disant on va pas attendre l'E3, on voulait attendre l'E3, mais tant pis, on va vous balancer les premières images du nouveau moteur 3D, donc sur lequel il bosse depuis 3 ans pour le prochain Assassin qui se déroulera du coup en France pendant la Révolution française. C'est ça, mais c'est pas la première fois qu'ils sont victimes de fuites, de leaks. Faudrait vraiment revoir votre staff Ubi parce que là ça a commencé à être chaud. T'avais eu la même avec un Rainbow Six, il me semble. Un Rainbow Six. D'ailleurs qui est toujours pas sorti. Qui est toujours pas sorti, je crois qu'il est encore en cours de développement. On sait trop rien, mais on saura sans doute bientôt de toute manière. C'est pas Ubisoft qui va nous l'annoncer. En fait, on se propose quasiment de créer une rubrique spéciale, Leak Ubisoft. Je pense que tous les 15 jours on va tenir le rythme. Et d'ailleurs, il y a d'autres rumeurs, il y a Far Cry 4. Je sais pas si t'as suivi un petit peu l'affaire. Donc du coup, alors Ubisoft n'a rien dit sur le jeu pour le coup, ils n'ont pas réagi avec la petite blague par rapport genre Astergo nous a forcé à balancer des nouvelles images d'assassins, donc pour Far Cry ça marche pas. Mais Far Cry 4, on sait que ça se passe en Himalaya. On sait qu'on pourra, a priori, évidemment c'est que de la rumeur pour l'instant, mais bon, ça a tendance à se confirmer quand même, qu'on pourra également chevaucher des éléphants, ce genre de choses quoi. Donc on en sait pas mal et on sait même la fenêtre de tir au niveau de la sortie du titre. Il semblerait que ça puisse sortir en mars 2015 ou en tout cas avant la fin mars 2015, donc avant la fin de l'exercice fiscal. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'est pas mal de choses. Par contre, on a un peu été pris par surprise justement par Evolve. Exactement. Donc avec un superbe trailer cinématique qu'on avait diffusé dans les dernières news 18+. Et là, tu as eu l'occasion de jouer au jeu. Je suis parti me faire une petite session et du coup, je vais en parler devant vous. Ça va être bien ça. Parfait, l'avant-première. Pour ses travaux sur les séries Left 4 Dead et Counter-Strike en collaboration avec Valve, Turtle Rock fait partie de ces studios ayant un certain talent lorsqu'il s'agit d'expériences multijoueurs. On était donc curieux de jeter un œil à leur prochain projet, Evolve, qui constituerait selon eux une évolution du genre. Avant d'atterrir chez 2K Games, Evolve a fait partie de ces nombreuses licences détenues par THQ, vendues par la suite aux plus offrants lors de la banqueroute de ce dernier.
Le développement du jeu ne semble toutefois pas avoir été trop impacté par ces histoires. Evolve nous a donc été présenté dans une version plutôt stable, nous laissant vivre tour à tour l'expérience du point de vue des chasseurs et du chassé. Concrètement, la traque se déroule sur la planète Shear. Ici, les chasseurs doivent faire face à la bête bien évidemment, mais aussi à cette nature plutôt hostile, à base de plantes carnivores et d'alligators de 6 mètres de long. Tout repose ici sur la coopération. Ainsi, chaque personnage possède une classe particulière et est indispensable au bon déroulement de la mission. La classe assaut tout d'abord fait office de tank et de DPS. Elle peut donc générer de lourds dégâts grâce à ses mines, son fusil d'assaut et son flingue à éclair, tout comme elle peut en subir en utilisant son bouclier personnel. Le trappeur est tout aussi important et peut vraiment donner l'avantage à l'équipe s'il est bien joué. Il peut bien évidemment générer des dégâts grâce à sa machine gun, mais peut surtout harponner sa proie afin d'éviter qu'elle ne s'échappe. Il utilise également des détecteurs de mouvement qui l'aident à déterminer la position du monstre, l'idéal étant de baliser l'intégralité de la map. Enfin, s'il est suffisamment réactif, le trappeur peut utiliser son arène mobile afin de piéger la créature à l'intérieur d'un champ de force, laissant ainsi le temps à ses coéquipiers de la remplir. Ces personnages, souvent exposés de par la nature de leur classe, ne survivraient pas longtemps sans un bon médic. Cette classe peut effectivement healer grâce à ses armes, un peu à la manière d'un médic de Team Fortress 2, mais aussi mettre en surbrillance l'espace de quelques secondes l'ennemi, créer sur son corps des points faibles et surtout le tranquilliser. Une fois calmé, piégé ou harponné, la créature est à la merci de la skill principale de la classe support, le tir orbital. Le support peut lui générer des boucliers personnels sur les autres joueurs, rendant par exemple l'assaut quasiment invincible, ou bien rendre invisible tout ce petit monde. Si ces différentes classes sont bien jouées, il est alors difficile pour le Goliath, le seul monstre disponible pour le moment, de s'en sortir. Mais l'animal n'est pas sans défense non plus, et est capable de littéralement wiper une équipe en quelques minutes s'il est bien joué. Le Goliath dispose de 3 stades d'évolution. Au début, des chasseurs un minimum organisés n'auront pas de mal à l'abattre. Au niveau 2, les choses sont déjà beaucoup plus équilibrées, puisque le Goliath a pu débloquer une nouvelle compétence et dispose de plus de vie. Et c'est au stade 3 que l'ensemble devrait a priori tourner cacao pour les humains. Au début de la partie donc, vous en êtes au premier stade. Vous commencez d'ailleurs quelques secondes avant les chasseurs, histoire d'avoir le temps de vous mettre en place. Pour évoluer, le Goliath doit se nourrir de la faune locale. Il est alors fortement conseillé d'utiliser le mode discrétion pour ne pas faire de bruit ni laisser des traces trop évidentes. Lorsqu'il a emmagasiné suffisamment d'énergie, il peut alors muter, une étape pendant laquelle il est évidemment vulnérable. Vous débutez la partie avec 2 skills au choix parmi 4 et en débloquez une nouvelle à chaque évolution. Vous pouvez charger l'ennemi, lui mettre des grands coups, envoyer d'énormes rochers et même cracher du feu. Pour gagner, le Goliath doit supprimer toute l'équipe avant que sa première victime n'ait pu respawn. Il peut également décider de s'attarder sur un autre objectif. En l'occurrence, notre session de jeu comportait un générateur de boucliers qui, une fois bousillé, laissait s'échapper plusieurs civils qu'il fallait protéger pour les humains et éliminer pour le Goliath. La tactique, quel que soit le camp choisi, tient donc une place réellement importante. De la coop bien huilée d'un côté et un minimum de subtilité avant de lâcher les flammes de l'enfer de l'autre. Et force est de constater que cela fonctionne. Mais pour en faire quelque chose d'incontournable, le jeu devra proposer d'ici quelques mois un peu plus de contenu en termes de map, de classe pourquoi pas, et surtout de monstres. On veut également constater de manière un peu plus ostentatoire cet écosystème de la planète Shear, histoire de rendre l'ensemble plus dynamique et plus immersif. On reste en tout cas plutôt emballé par ce projet qui ne devrait pas trop tarder à se pointer sur PC, PS4 et Xbox One. Alors voilà, un petit peu chauffé par cette Evolve, j'attends maintenant. Ouais. On attend évidemment tous. Donc a priori, à la sortie, tu devrais avoir qu'un seul monstre, le Goliath, dont je parle dans l'avant-première. Et ensuite, tu devrais en avoir d'autres. J'espère que ils vont pas s'inscrire dans un délire de monstres payants. Parce que t'aurais alors, voilà, les gens qui jouent online, qui n'ont pas le monstre payant, ils peuvent pas jouer, ils peuvent pas s'intégrer dans les parties avec ceux qui ont les add-ons, les mises à jour, les trucs et tout. Et du coup, ça serait un petit peu galère. Et ce genre de jeu qui est exclusivement basé sur de l'expérience multijoueur, gagne à être accessible à tout le monde, gagne à être joué par tout le monde justement. Donc j'espère. Qu'est-ce qui te fait dire ça? T'as eu vent de rumeurs concernant le fait que... Non, mais j'ai eu vent de... On est en 2014, Thierry, et maintenant les éditeurs et les développeurs, ils sortent du DLC, ils sortent de l'add-on, ils essayent de trouver des moyens... Des démos payantes, voilà, la totale. Oui, voilà, par exemple. Donc ils essayent de prendre des sous par tous les moyens.
Donc voilà, j'espère juste que Turtle Rock et Touquet derrière seront suffisamment intelligents pour faire vivre cette Evolve à coup de nouvelles classes même, pourquoi pas, pour avoir un petit délire de différence de stratégie. Si on a tout le temps les 4 mêmes, bon, au bout d'un moment ça peut tourner en rond, même si ça peut être puissant, si on a d'autres environnements aussi, d'autres environnements, d'autres écosystèmes, bref, du contenu, l'expérience de base, elle reste sympa. C'est original, effectivement, c'est agréable, et puis c'était plutôt pas dégueulasse, la version à laquelle j'avais pu jouer chez Touquet. Mais voilà, il faut un petit peu plus de contenu. On verra ça de manière, il me semble, cette année, peut-être même en automne. Ok, ça c'est cool. Et maintenant, on va passer à la critique de Yaiba Ninja Gaiden Z. Donc c'est un peu un jeu au shaker, tu parlais, genre aujourd'hui en 2014, les éditeurs veulent faire des sous, plus que jamais. Et donc oui, pour faire des sous, en fait, il faut avoir un certain nombre d'éléments dans son jeu. Ils se sont dit, Ninja, c'est vendeur. Ouais, alors ça, Ninja Gaiden, c'est une bonne série quand même. Qu'est-ce qui est vendeur en ce moment? Les zombies. Les zombies. C'est super vendeur. Donc un peu de côté genre de la parodie, vendeur. Un peu de sexe, vendeur. Ah oui, ça du gore dans tous les sens, vendeur. Ouais, bah là t'as tous les éléments. Cel shading, les jeux en cel shading, ça marche pas mal, vendeur. Et tu mets tout ça, tu secoues, et Yaiba Ninja Gaiden Z, la critique tout de suite. Yaiba Ninja Gaiden Z est un spin-off de la saga Ninja Gaiden, développé par, non pas un, ni deux, mais 3 studios chapeautés par l'éditeur Tecmo Koei. Pour compliquer le tout, 2 studios sont japonais, Concept et la Team Ninja, le dernier étant occidental, en l'occurrence Spark Unlimited, responsable dernièrement du très moyen Lost Planet 3. Le projet a été porté par Inafune Kaiji via sa structure Concept et la plupart des décisions le soutenant sont les siennes. Mélanger zombies et ninja par exemple, la volonté de travailler avec un studio américain pour mixer influences occidentales et orientales, l'idée de reprendre un style comics plutôt que manga, ou encore le fait que le personnage incarné ne soit pas Hayabusa Ryu. Les développeurs n'ont pas cherché à dissimuler le pragmatisme commercial de certaines décisions, la présence de zombies et le style graphique du jeu étant par exemple lié au succès des comics et de la série The Walking Dead. Du coup, on est clairement en droit de s'interroger sur la cohérence du jeu, ce dernier étant quelque part un mix, un poil inquiétant, d'une multitude d'influences, n'ayant finalement pas grand chose à voir les unes avec les autres. Et si le côté gore décontracté de ce Yaiba Ninja Gaiden Z peut s'avérer séduisant, n'est pas Suda Goichi qui veut. L'introduction du jeu rappelle en quoi les ninjas sont ultra cool. Ils sont badass, rapides comme l'éclair, préfèrent l'arme blanche et le corps à corps aux armes à feu, et n'ont peur de rien, y compris de la mort. Ça tombe plutôt bien, l'intro mettant en scène un combat opposant Yaiba Kamikaze à Hayabusa Ryu, le héros taciturne de la saga Ninja Gaiden originelle, se concluant par la mort, ou presque, de Yaiba. Rassurez-vous, il ne le restera pas longtemps, à demi-mort je veux dire. Rafistolé par une organisation à l'agenda obscur, il se retrouve avec un œil et un bras cybernétiques et est illico envoyé en Russie afin d'éliminer un homme, Hayabusa Ryu. Ça tombe plutôt bien, c'est exactement ce qu'il souhaitait faire. Pour assouvir sa vengeance, il sera aidé avec plus ou moins d'enthousiasme par Miss Monday, avec qui il communique à distance. L'histoire du jeu fait l'impasse sur pas mal de points, comme la raison d'être de cette invasion zombie en Russie, mais les menus permettent d'en savoir un peu plus via des textes traduits en français plutôt amusants. Le jeu lui-même est en anglais sous-titré français et les dialogues jouent la carte du politiquement incorrect avec de multiples allusions sexuelles et autres punchlines à la vulgarité assumée. Oh, pass. Vous apprécierez ou non, chacun son truc. Ceci dit, il est bien difficile de ne pas sourire devant certaines situations, et en particulier le traitement des zombies, crétin au possible et spécialiste de la pantomime. Les développeurs ont d'ailleurs déroulé le tapis rouge pour ces derniers, chaque apparition d'un nouveau type de zombie s'accompagnant d'une mini-présentation souvent très amusante. Yaiba n'a plus grand chose à voir avec la série Ninja Gaiden originelle, on parle ici de la série 3D bien évidemment, et non des vieux beat'em all 2D. Ceci dit, il en reprend quelques éléments clés, comme une difficulté corsée, des angles de caméra imposés et un système de combat assez poussé. Yaiba impose dès le départ 3 armes de base, une touche étant attribuée à chacune.
triangle pour le cyberbras et les coups de poing massue associés, rond pour le fléau et les armes secondaires arrachées aux zombies, nous y reviendrons, et carré pour la lame sans cœur. Si ces armes ne peuvent pas être améliorées, un arbre de compétences permet de débloquer de nouveaux combos via les points de gratification obtenus en gagnant de l'expérience. Les armes secondaires suspensionnées, elles, sont en fait arrachées aux zombies les plus costauds à l'issue d'une exécution qui nécessitera en l'occurrence de marteler un bouton de la manette. Le zombie clown, par exemple, cédera ses bras qui pourront être utilisés durant un temps limité comme des nunchakus. On notera que ces membres arrachés, voire certains zombies en entier, pourront être associés à un attribut élémentaire comme le feu, l'électricité ou la bile. Les mechab sont en effet plus ou moins sensibles à tel ou tel élément, et on pourra même les mettre à profit afin de détruire des zones prédéfinies des environnements de jeu. Mais attention au retour de bâton, Yaiba pouvant subir des dégâts de zone s'il reste trop près d'un zombie électrifié, en feu ou pataugeant dans une flaque de bile. Pour revenir sur les exécutions, que l'on peut accomplir lorsqu'un point d'exclamation apparaît au-dessus d'un macabé, celles-ci sont clairement au cœur du système de combat, puisqu'elles constituent l'unique moyen de récupérer de la vie. Le niveau de difficulté du jeu s'en trouve logiquement accru, les arènes ne comptant que des demi-boss ou un boss tout court, obligeant le joueur à combattre sans filet. D'où la nécessité de parer, et lorsque c'est possible, de jouer avec le système élémentaire. Le fait d'exécuter les ennemis remplit sa jauge soif de sang, qui une fois pleine, permet de déclencher un mode berserk. Si les niveaux se contentent d'enchaîner arènes et couloirs, quelques passages secrets sont bien présents, ces derniers contenant souvent des bonus permettant d'allonger sa barre de vie ou sa résistance à un élément, et le joueur devra de temps à autre réfléchir pour résoudre les puzzles environnementaux. Il faudra alors prêter attention aux conseils de Miss Monday et faire bon usage de sa cyber-rétine qui illumine les zones interactives et permet même de révéler des indices du passage de Hayabusa. L'aspect plateforme du jeu, très secondaire, se joue en mode QTE à l'aide de 3 boutons. À la fin d'une mission, Yaiba Ninja Gaiden Z, en proposant 7 en tout, une feuille de stats fera le bilan de votre performance, cumul des notes obtenues à l'issue de chaque arène, nombre de gadgets collectés, temps écoulé et vie perdue, et des points d'expérience vous seront attribués en conséquence. La réussite graphique du jeu est très variable. Le look cel shading fonctionne, les effets gore également, mais les niveaux sont souvent pauvres visuellement, et finalement on pourra alternativement trouver le jeu très laid ou plutôt joli. En revanche, le travail réalisé sur le Chara Design, et en particulier celui des zombies, s'avère être une franche réussite, et on ne peut que saluer le travail accompli par les graphistes de Spark Unlimited. Techniquement, c'est une autre histoire. Le jeu est truffé de bugs d'affichage, les environnements ne sont pas destructibles ou très peu, et regorge de murs invisibles, la caméra étant qui plus est, littéralement folle à lire. Elle multiplie les zooms des zooms et autres mouvements saccadés pour finalement impacter de façon très négative sur la lisibilité déjà problématique du titre. Il arrive ainsi très fréquemment de ne plus savoir où est son personnage. Visiblement conscient du problème, les développeurs proposent dans les options 2 types de vues, grand angle ou rapproché. Mais rien n'y fait, Yaiba Ninja Gaiden Z donne une nouvelle dimension au mot brouillon. Et ce qui n'arrange rien, le système d'exécution téléporte Yaiba aux 4 coins de l'écran, sans aucune cohérence visuelle, ce qui s'avère rapidement ultra perturbant et contribue à le perdre de vue. Il est également agaçant de ne pouvoir sauter qu'en mode QTE, ce qui oblige Yaiba à faire le tour d'un malheureux grillage. La courbe de difficulté du jeu risque également d'agacer plus d'un joueur, celle-ci étant gérée en dépit du bon sens. Un challenge ardu est une bonne chose en soi, mais il faut que la jouabilité suive et que le titre donne envie de s'acharner. Ce n'est pas le cas ici. Les missions sont répétitives, les combats fouillis, le système de checkpoints force le joueur à refaire entièrement d'énormes sections de jeu, et les temps de chargement relativement longs laisseront tout le loisir aux joueurs de s'interroger sur la justesse de leur achat. À 15 €, on aurait pu pardonner beaucoup de choses à Yaiba Ninja Gaiden Z, mais à 40, ce n'est plus la même histoire. Malgré quelques bonnes idées, comme la possibilité d'enchaîner ses exécutions, un système de combat finalement assez intéressant et surtout très dynamique, un mode arcade rétro à débloquer en finissant le jeu, ainsi que des zombies souvent poilants, Yaiba est l'exemple type du jeu qui veut trop en faire et empile les unes sur les autres les mécaniques de jeu pour finalement n'en peaufiner aucune. As to man Yaiba, I have always preferred women's underwears to men's.
Ouais, on va pas s'étendre plus que ça, hein. Je crois que j'ai tout dit dans la critique. Mais Alors, le pire, c'est ouais. qu'il y a quand même des moments qui sont sympas. Ouais. Tu vois, bon, ça dépend ensuite de son sens de l'humour. Là, c'est vraiment un peu pipi caca, c'est très radé pâquerette, mais c'est au moins franchement politiquement correct. Et t'as quelques phases un peu mimes avec les zombies qui sont fun. Tu vois, les zombies font un peu n'importe quoi. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'Evolve, par les créateurs de Left 4 Dead. T'as pas mal de petites références au niveau des classes des monstres, justement, à Left 4 Dead. Ouais. Tu retrouves le Boomer, tu retrouves la Witch, etc. Mais version cel shading déglingué, et donc c'est plutôt fun. Donc, mais pour tout le reste, le gameplay, Ouais, par exemple, ouais, c'est au embêtant, hasard, ça. C'est la embêtant. gestion de la difficulté, Ah ouais, pour un ce jeu genre de vidéo, choses. quand même, c'est Et puis pas- ensuite, la gestion de la caméra, c'est important une caméra. Ah ouais, Quand elle ouais. est complètement folle dans un jeu, au bout d'un moment, c'est fatigant. Ouais. À tous les niveaux, c'est fatigant, c'est agaçant, c'est énervant, enfin la totale. Et donc ouais, il n'y a pas grand chose à dire de D'accord, plus, donc, sinon qu'on est vénère. Et donc maintenant, il faut se calmer. Ah ouais, bah oui, mais est-ce que t'aurais un moyen, parce que là, pour l'instant, j'en vois pas, Thierry. T'en vois pas? T'es Non. sûr que t'en vois pas? Parce qu'on en a un, tu sais, c'est un peu la soupape de sécurité de Classique du Plus. Ouais, Tous ouais. les 15 jours, il y a comme ça cette rubrique un Ouais. peu le nénuphar sur Si, le si. lac agité. Je sais pas. Le lac des Bah, 5 montagnes de... bah, oui, non, ouais, si, c'est exactement. ça. Ok, je crois que j'entrevois ce dont tu parles. Ouais. Ça serait pas le 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3 minutes? Exactement. Putain. T'es fort. My laptop's old as hell, likely weighs about 15 pounds. I can't believe that people used to carry these things around. It's barely even useful for stealing the neighbor's Wi-Fi. I have to keep it plugged in so the batteries don't die. I can't get a connection right now. Dominique Pamplemousse, comme vous pouvez le voir, fait partie de ces jeux que l'on adore ou que l'on déteste pour la même raison. Il ne ressemble à aucun autre jeu vidéo. Alors oui, on peut le ranger dans la case aventure point and click, une catégorie qui sied parfaitement à sa créatrice, Deirdre Kay, qui a décidé de créer des jeux vidéo après avoir découvert The Secret of Monkey Island. Mais Dominique Pamplemousse n'est pas un point and click comme les autres, ça, vous avez pu vous en rendre compte. Well, you know, she's all famous, rich, and everything. Les dialogues sont ainsi pour la plupart chantés. Plus qu'un jeu d'aventure, Dominique Pamplemousse, j'adore ce nom, est ainsi une comédie musicale interactive douce amère, dont l'ordre des couplets est déterminé par le joueur. Deirdre est en effet une artiste canadienne polyvalente, à la fois écrivaine, programmeuse, graphiste et musicienne. Elle a donc écrit, composé et joué les musiques, interprété les chansons, et s'est également occupée des graphismes absolument uniques du jeu. En noir et blanc et faits de briques et de broc, ces derniers ont été fabriqués à l'aide de carton, de glaise, de papier avec des bouts de scotch, les animations étant réalisées en stop motion à l'aide de marionnettes. Marre du générique, des moteurs 3D tournant à l'aide de l'Unreal Engine, Dominique Pamplemousse est fait pour vous. Son histoire est celle d'un détective au sexe indéterminé, totalement fauché, harcelé par son proprio, qui accepte d'enquêter sur la disparition d'une pop star. Le jeu n'apporte rien en termes de mécanique de gameplay au genre point and click. On pourra ainsi interagir avec les environnements, utiliser des objets et discuter avec les personnages. Rien de bien folichon en soi, si ce n'est que les dialogues sont délicieux, abordent des sujets inhabituels comme le genre, l'affirmation de soi ou encore l'inadéquation sociale, des dialogues chantés et timés sur les superbes musiques du jeu, d'où ces mini-respirations lorsqu'un personnage s'apprête à prendre la parole. Dominique Pamplemousse a été financé en août 2012 via le site de financement participatif Indiegogo. Il a récolté 9 950 $ sur les 9 500 demandés auprès d'un peu moins de 500 contributeurs. Et le succès fut au rendez-vous avec pas moins de 4 nominations dans les catégories Grand Prix, Musique, Narration et Nouveautés de l'IGF 2014. Bon, il n'en a remporté aucun. Deirdre avouant avoir été soulagée, la jeune femme préférant l'ombre à la lumière. Son jeu, lui, mérite définitivement un petit coup de spotlight. S'il se termine en un peu plus d'une heure, il ne coûte que 4 € et propose une expérience à la fois rafraîchissante et touchante, susceptible de séduire les plus mélomanes et les plus curieux d'entre vous. Ok, alors là, Thierry, c'est l'heure de balancer du lourd. Là, on va balancer. Alors attention, une interview exclusivement exclusive de Mr. Kojima. Kojima Sensei. C'est, voilà. T'es sûr que c'est exclusif? C'est même pas que je suis sûr, c'est que je suis certain. C'est exclusivement exclusif. Je l'ai eu.
J'ai Allo Kojima, ça va, tu vois, il y a moyen qu'on entre dans Kojima Prod, qu'on entre dans... J'ai eu l'attaché de presse qui a organisé l'événement, il me semblait que c'était une espèce de press tour, donc il était venu sur Paris, que c'était une table ronde, donc tu avais toute la presse jeux vidéo française qui était là, et qu'au final Moguri, il a pu poser genre 2 pauvres questions. Non, c'est pas... T'as mal entendu. Je lui ai dit, il y a Moguri-san, parce qu'il comprend que... Moguri-san, voilà, qui voudrait faire une interview, il m'a dit, si c'est Moguri, vas-y banco. Interview exclusive, Thierry. Là, on rigole plus, là. Regarde. Bonjour. Monsieur Kojima, bonjour. Et tout d'abord, merci beaucoup de bien avoir voulu m'accorder cet entretien exclusif pour les téléspectateurs de No Life. Et donc, je vais commencer tout de suite avec la première question. Alors, Monsieur Kojima, ça fait maintenant 27 ans que vous travaillez sur la série des Metal Gear. Et je me demandais comment faites-vous pour vous renouveler encore aujourd'hui? そうだ、アイデアに困ったことはないです。ただその出たアイデアを実現できるかどうかっていうのと、それが実際にゲームに組み込まれた場合に面白いかどうかっていうのが一番重要なので、アイデアに困ることはないですけど、その先のところがやっぱりこう、考えながら作らないといけない。あとメタルギアっていうゲームは、かくれんぼっていうか見つからないように進むヒヤヒヤするゲームなんですけど、この20数年間にテクノロジーはどんどん進化していったので、その時できなかったことができるようになっていくということでどんどんできることが広がっていくので、その部分は他のメディアとはちょっと違うと思います。Alors, Ground Zero se présente sous la forme d'un très long plan séquence, ce qui est une idée absolument révolutionnaire et ça tombe assez bien étant donné que la révolution est un terme qui n'est absolument pas étranger à la série. Quand vous est venue cette idée merveilleuse, Monsieur Kojima? 皆さんが来てインタビューするたびにですね、次のメタルギアはカットシーンが多いんですか、何時間ですかって聞かれるんで、それの裏返しみたいなところもあります。今回オープンワールドなのでリニアな、もともとメタルギアってアクションがあってカットシーンがあってそれでリニアなゲームを作ってたんですけども、オープンワールドにするとカットシーンがすごく、自由度を阻害するっていうことなので、いかにストーリーテリングというかそこを、ユーザーに、ユーザーの邪魔をしないようなカメラをどうしたらいいかっていうのを考えたところ、やっぱりワンカットでカットシーンもいってそのままゲームにつながってまたそれがカットシーンにつながるっていうか、ゲームのスタートからエンドまで一つのカメラでずっと追っていくようなそういう構造にしたかったので今回そういうふうに。Très bien. Alors, le doubleur traditionnel du personnage de Snake, qui était excellent, a été remplacé pour cet épisode par Monsieur Kiefer Sutherland, qui sera, j'en suis sûr, encore meilleur. Ce changement, Monsieur Kojima, découle-t-il d'une volonté de votre part d'élever votre œuvre au rang mondial et universel qu'elle mérite? これも今日何回も答えてるですね、これも2つ理由があります。まず1つは、ハードが進化っていうかテクノロジーの進化によって、言葉じゃなくて表情とか動きとかシワの一つにしてもそうですけどもライティングとかで、感情を描けるようになりました。でもともとメタルギアっていうのはその2D の16ビットのゲームからスタートしてますんで、そういう表現できなかったので仕方なくテキストで喋ったり、ボイスで言葉で暑いとか寒いとか美味しいとかまずいとか悲しいとか嬉しいっていうのをスネークが語ってたんですけど、その必要はなくなりました。で今回もう一つなんですけど理由は、グランドゼロスとファントムペインは復讐というのがテーマなので非常にダークな世界なので、スネークは自分の気持ちをあんまり言わないです。言葉では言わないです。例えばこう椅子に座っているスネーク、今までは「俺は悲しい俺は悲しい俺は悲しいよ」と涙泣くようなそういうものだったんですけど、今回のこうやって座ってるだけでもその悲しさっていうのは言葉じゃなくて、分かるようなことをしたかったので、それで声優さんではなくてアクターを、オファーしてキーファーさんにお願いした。本当はその、声と表情と、動きをキーファーさんにやってもらうはずだったんですけど、ちょっと今回それが無理だったので声と表情だけですけども、将来的にゲームはやっぱりパフォーマンスキャプチャーというかその俳優さんが、セリフではなくて、
動きと顔で、感情を表現するっていうその手法がゲームにも入ってくると思います。普通にビヨンドとかもそうだと思うんですけど。D'accord, donc c'est-à-dire que vous auriez tout à fait pu garder l'ancien... Enfin, qui suis-je pour vous juger, monsieur Kojima à ce sujet, à quel moment du développement de Metal Gear Solid 5, donc Ground Zeroes et Phantom Pain, avez-vous décidé d'en faire des jeux à monde ouvert et quel impact cela aura-t-il concrètement sur le joueur? オープンワールドというよりも最初の25年前にメタルギアを頭の中で動かした時に、あったのが、今でいうとオープンワールドなのかなと。で、当時は、1画面を表示して、次の画面行くのに労働かかってましたんで、あの時代のテクノロジーではああいう表現でしたけど、ようやくそれができるようになったので、オープンワールドという概念があったからっていうよりもオープンワールドができるようになったのでそれを採用したっていうことになります。でオープンワールドなんで人によって全然ルートも、コースの戦い方とか潜入方法も違うと思うんですけども正解がどれっていうのはほとんどなくて要はミッションを完遂さえすれば何をやってもいいということになります。例えば、ファントムペインは時間の感覚、時間の概念が入ってくるので昼の場合と夜の場合っていうのがリアルタイムで流れます。例えばあるところに潜入する場合に夜に行った場合は真っ暗なんですけど真っ暗ですけど一方、歩兵が全くいなくてすごくすんなり人を、救い出せたりしますけど昼間の場合は視界が通りますけどそこに兵士がいっぱいいるっていうことなので、当然難易度は変わりますけどどちらが正解っていうことではなくてそのどちらをプレイヤーが選んでいくのかっていうのを考えてもらうことが非常に重要です。Très intéressant, monsieur Kojima. Alors, la durée de vie de Ground Zeroes a été souvent critiquée pour des raisons que je ne comprends personnellement absolument pas. Peut-on s'attendre à du contenu additionnel pour votre jeu d'ici la sortie de Phantom Pain, que j'attends personnellement? 入れたいんですけど、入らなかったミッションがいっぱいあるんですよ途中まで作って、それを入れると、ファントムペインが本当にファントムになってしまうんで今のところはやめときます。Mais oui, absolument, où avais-je la tête? C'est une remarque très, très pertinente, monsieur Kojima. Alors, pour finir, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vous proposer quelque chose. Vous pourriez, je me suis dit, peut-être faire, vous savez, comme dans vos jeux, les codecs. Voilà, vous faites comme si vous aviez reçu un message, on vous filme, et après au montage, après on s'arrange pour faire comme si c'était moi qui vous avait posé une question. Monsieur Kojima, ça ne vous plaît pas? Merci quand même. On va voir Moguri juste après l'émission, et puis toi aussi, par la même occasion. Bravo les mecs. Non mais attends, Thierry, on n'est pas les premiers à faire cette technique, hein. Il y en a une d'autre. Allez, arrête. Voilà. Bon, en tout cas, on remercie Kojima d'avoir accepté de participer à cette interview. On remercie également Florent Gorge qui s'est occupé de la traduction. Et puis on remercie tous les journalistes présents autour de la table ronde et donc qui ont posé plein de questions également. Et un truc surprenant, c'est que Kojima, pour le coup, c'est quelqu'un de plutôt honnête. Il a répondu à plein de questions, il a développé ses réponses, ce qui n'est pas le cas systématiquement des développeurs de renom comme ça. Et donc du coup, il a un vrai regard sur son métier, il a un vrai recul. Donc il nous a dit plein de choses. Est-ce que ça fait de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes un bon jeu? Ça, c'est une toute autre histoire. Et puis l'histoire, on va la voir se dérouler avec la critique que tu as faite pendant les news. Putain, la galère! Non seulement je dois me retaper une grosse partie de l'histoire de Metal Gear pour espérer comprendre quelque chose aux intrigues et aux enjeux présents dans ce Ground Zeroes, mais en plus, je dois me prononcer, l'animation de Platycoon faisant foi, sur un jeu qui divise très clairement la communauté. A-t-on affaire à une démo vendue à 30 balles, ce qui serait tout simplement scandaleux? Ou bien un petit jeu sympa à la durée de vie plutôt faible, qui serait donc naturellement vendu à petit prix? J'ai mal au crâne, Thierry. Là, j'ai presque envie de tenter le copier-coller Metal Gear Wiki, parce qu'avec tous ces personnages, ces manigances, ces timelines et ces épisodes considérés comme hors canon, les chances de raconter de la merde peuvent être élevées. Je vous demanderai donc de m'arrêter si je dis des conneries. Les événements de Ground Zeroes se déroulent peu de temps après l'épisode Peace Walker. Big Boss et Miller commencent enfin à vivre ce rêve d'indépendance avec leur Mother Base. Restent quelques petits détails à régler.
Notamment cette histoire de Chico et surtout Paz, un double voire triple agent qu'on croyait morte, mais qui se retrouve finalement détenu dans un camp de prisonniers sur l'île de Cuba. Snake, enfin Naked Snake, enfin je veux dire Big Boss, doit alors délivrer tout ça afin d'éviter qu'elle ne baffe trop et éventuellement obtenir des informations sur Cypher, enfin Major Zero, les patriotes là, mais ça c'est plus tard. Parce que pour le moment, c'est Skullface du Xof qui est sur place, Volgin selon des rumeurs, ou peut-être même Decoy Octopus, mais probablement que non en fait. Non, parce qu'à la base, ok. Donc, l'héritage des philosophes, en fait, c'est de là qu'est parti le délire. Lalilu Lelo, les enfants terribles, tout ça. Bon, au début, c'était pas vraiment prévu. Mais David O, le Major Tom, là, Zero en fait, il s'est embrouillé avec le... Le truc, c'est Sokolov avec Metal Gear Zeki en vrai. C'est lui qui a déconné, honnêtement. Si seulement... En même temps, Miller, enfin, Liquid Snake de Shadow Moses, le frère à Solidus, là, voilà, ouais. Mais pas Ocelot, hein. Lui, c'est le fils de The Boss. Pas Big Boss. Big Boss, c'est nous. Le méchant d'Outer Heaven. Vas-y, laisse tomber. Après avoir terminé la mission principale, qui ne dure effectivement pas une éternité, et avoir traîné dans les défis annexes, on se rend compte que Ground Zeroes est une pure promesse. Celle d'un Phantom Pain massif et ouvert. En attendant, Ground Zeroes propose tout un tas de mécaniques qui se rapprochent de celles auxquelles nous ont habitués les précédents épisodes. On observe, on avance prudemment, on stealth comme un bâtard et on élimine si nécessaire. Big Boss peut ramper, se déplacer accroupi, cavaler, plonger et désormais grimper. On pouvait escalader des petits murets ou monter sur des caisses dans les autres Metal Gear. Mais là, on parle de vraie grimpe, de possibilité de se hisser sur le toit d'un bâtiment par exemple. Alors on n'est pas dans un Assassin's Creed, hein, mais cette nouvelle option augmente les endroits potentiels d'où Big Boss peut sévir. D'autant que Ground Zeroes se pointe avec cette dimension de monde ouvert, à l'échelle d'un petit camp militaire, mais ouvert quand même. Cela implique une multitude de chemins pour aller d'un point A à un point B, avec les risques et les avantages que cela comporte. L'infiltration se conçoit donc un peu autrement ici. Plus de camouflage, mais de la recherche de zones d'ombre et de végétation. Pour marquer les gardes, avoir des infos sur le camp et ses points d'intérêt, Big Boss utilise ses jumelles et reste en communication permanente avec Miller qui, d'une simple pression de touche, lui donne les conseils qui vont bien via son codec. Pour des infos un peu plus sensibles, il peut toujours en venir au CQC afin de rendre les gardes plus coopératifs. Toujours en termes de coercition, il peut les braquer ou les désarmer pour mieux les relaxer par la suite. Lorsque vous vous faites surprendre, vous rentrez désormais dans un style de bullet time qui vous laisse le temps de les allumer avant qu'ils ne préviennent toute la base, qui sera alors instantanément au courant de votre emplacement. Il n'est donc plus question de talkie-walkie à dégommer, et c'est peut-être un peu dommage, tout comme le fait de ne plus avoir à gérer ses blessures ni même sa jauge de vie à base de rations, Ground Zeroes préférant donner dans la régénération au bout de quelques secondes à la Call of. Dans la mesure où vous êtes systématiquement connecté à leur réseau de communication, vous pouvez connaître l'état d'alerte des gardes. Ces derniers vous cherchent activement en cas de bruit trop suspect, de découverte d'un corps ou tout simplement lorsqu'ils vous ont vu. Les principes dans ces situations restent les mêmes que dans les épisodes précédents, ça fouille partout et ça appelle des renforts qui spawnent de manière régulière et parfois même devant vous. On aurait aimé que le passage à la next-gen règle ces détails qui ne vont pas dans le sens de l'immersion. Avec son moteur Fox Engine vraiment prometteur, à l'image des impacts de balles super bien gérés, ses véhicules, sa dimension monde ouvert de laquelle découle cette liberté d'approche et donc une certaine replay value, ses hélicoptères que vous pouvez appeler pour faire de la case évac, et ses multiples cassettes, dialogues et situations qui enrichissent l'univers de Metal Gear, Ground Zeroes pourrait facilement convaincre. D'autant que cette histoire de courte durée de vie ne concerne effectivement que la mission principale. Des jeux aussi massifs que Skyrim ou Oblivion par exemple, même s'ils n'ont rien à voir, se torchent vraiment en quelques petites heures si l'on souhaite tracer et remplir uniquement les quêtes principales. Reste que les missions annexes proposées dans Ground Zeroes relèvent vraiment de l'anecdotique et se déroulent au sein de ce même camp. Toutes les mécaniques proposées ici seront probablement présentes dans The Phantom Pain, en plus élaboré, avec ce cycle jour-nuit et cette météo changeante. On imagine qu'on aura également accès à plus de gadgets, à plus d'armes et de véhicules, à ce cover system sur un cheval et au reste. Ground Zeroes est donc un avant-goût, un style d'échantillon de ce qu'on aura dans The Phantom Pain. Une bonne entrée qui nous tisse sur le plat principal, à l'image de cette cinématique de fin, 9 ans après, qui annonce de la saveur. Bon bah techniquement, dans l'industrie du jeu vidéo, on appelle ça une démo. Un move marketing censé générer chez les joueurs l'envie de se procurer le délire d'ici quelques temps. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que Konami, en galère de licence forte, a cherché à monétiser cette pratique qui, il n'y a pas si longtemps encore, était gratuite.
Et ça n'a pas de sens. On ne raque pas, même quelques centimes, pour goûter à ce petit carré de fromage du terroir présenté avec son cure-dent dans un supermarché. Fromage délicieux du reste, hein, ça on l'accorde. Mais tu le laisses gratos. Apprends à faire ta promotion comme tout le monde. Kept you waiting, huh? Et voilà, c'était quand même une bien belle émission. Ouais. On a eu le nouveau jeu des créateurs de Left 4 Dead, on a eu quand même du MGS5 Ground Zeroes très attendu, même si on attend beaucoup plus Phantom Pain et qu'on espère qu'il sera un peu plus long. On a également eu du Yaiba Ninja Gaiden Z, c'est pas terrible, mais ça reste fun et les images étaient plutôt jolies, donc on s'en est bien sorti. Ouais, là pour le coup, ouais. Ça va être beaucoup plus difficile pour dans 15 jours. Pour l'instant, on a une critique de Calais. Ouais, Bon, on aura sans doute d'autres choses qui vont arriver. Ouais. On a un jeu qui s'appelle Deception 4 Blood Ties, donc un jeu avec des pièges et des démons, etc. Donc ça peut être fun, mais pour l'instant, en termes de contenu, on va être limité. Bon, on va trouver. On compte sur Ubi et c'est les prochains leaks, voilà, les prochains leaks d'Ubisoft pour essayer d'étoffer un petit peu notre émission. Ouais, voilà. Oui, on peut avoir un truc Watch Dogs 2. Ouais, je pense. On peut avoir le 3. Oui, même le 3, ça va liquer, ça va liquer. Sans souci. Ça va liquer. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain Classique du Plus. Salut tout le monde!